Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast d'ici Paris-Île-de-France qui débat de l'actualité, bien évidemment, du Paris Saint-Germain. Épisode 30 aujourd'hui. Et un peu comme le PSG, on enchaîne dans cette émission et dans ce podcast. On n'arrête pas. Depuis le 5 janvier, ce PSG est en mode un match tous les 3 à 4 jours. Je vous avoue que la caravane qui suit aussi le Paris Saint-Germain, dont je fais partie, eh bien, on est un peu bouilli, rôti, mais on continue et on est ravis. Et ce matin, dans ce petit édito, dans cette petite introduction, j'avais envie de parler des gens sur YouTube qui nous reprochent une chose. Oui, on ne parle pas assez d'eux. Alors, ils nous mettent des messages, mais ils nous disent, voilà, vous parlez jamais de nous, vous faites pas de réponse, etc. Donc, j'ai pris cette décision de lire quelques commentaires qu'ils sont écrits sous notre vidéo, puisque vous nous retrouvez sur la chaîne ici, sur YouTube. Et vous avez donc toutes les émissions depuis maintenant plus d'un an. Alors, j'ai Pascal, par exemple, Pascal P9W qui nous dit « Merci messieurs ». Pour ce bon moment. Bon, ça, c'est très sympa, il n'y a pas de problème. Il y a Pete75 qui nous dit « Top, la team ». Petit message de San Francisco. Là aussi, très sympa. Zico qui nous dit « Super votre émission ». Par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Le métronome de l'équipe, c'est Vitinha, il me semble plutôt que Ruiz. Très bien, j'entends. On a Ogamito. Cette fixette sur Fabian Ruiz devient ridicule. C'est le nonos des médias pour pouvoir taper sur le Paris Saint-Germain alors que tout va bien pour le moment. Ok. Bon, bah écoutez, voilà. Bonsoir tout le monde. Ça, c'est de la part d'Ostad qui nous dit pas d'accord avec vous sur Safonov. Il dégage un peu plus d'assurance et de confiance que Gianluigi Donnarumma. Après, ça dérape un petit peu. Salomon, il a une dégaine à la Droupi. Merci. Ça, c'est de la part d'Hendrix. 2011. Après, il y a F-Hubs 2442 qui nous dit Romain, je t'adore, mais ton bonnet, c'est pas possible. Voilà. Ou sinon, ça se termine par un vous êtes magnifiques, les gars, ça fait du bien de vous écouter. Et vous êtes très séduisant, Bruno. Et ouais, c'est moi. Allez, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette émission, le PSG qui, entre deux matchs de Ligue des Champions, s'impose à Toulouse jusqu'au bout de l'ennui. Petit score, mais le principal, c'est la victoire. 1-0 pour ce PSG qui continue sur sa lancée, bien évidemment, qui est en tête du championnat. On déclenchera le j'aime pas du match face au TFC avec la team. On parlera aussi d'un joueur, Kvaratskhelia. Y a-t-il l'ombre d'un doute pour notre Géorgien après un mois ? Je sais pas, niveau des prestations, c'est coup-ci, coup-ça. Comment pimenter le match de mercredi face à Brest? On le rappelle, en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain en match aller en 8e de finale, 16e de finale a battu 3-0 Brest. Pas grand monde ne donne cher de la peau de Brest, mais nous, du côté du PSG, comment on pimente? Quels peuvent être un peu les leviers pour que cette équipe s'excite un peu sur cette rencontre alors que tout le monde pense que déjà le PSG est qualifié? Faut-il craindre un désengagement du Qatar à court terme avec le PSG si Nasser Al-Khelaifi a trop d'ennuis avec la justice? La question là aussi est posée. On le rappelle, ça s'est passé cette semaine. Nasser Al-Khelaifi a eu une mise en examen et derrière, des échos sont revenus du Qatar pour nous dire que le Qatar était prêt à claquer la porte. De ça et d'autres choses, on en parle dans 100% PSG La Tribune, le podcast. Que dis-je? The podcast. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? Ça n'arrive pas tous les jours, justement, mais aujourd'hui, on a un tic sans tac. C'est Alexandre Aflalo, journaliste indépendant et spécialiste du PSG, qui est venu sans son Marc Méchénois. Tu t'émancipes, en fait. Non, mais je me sens orphelin. Très bien. Voilà, aujourd'hui, j'ai perdu ma moitié. Et on le salue, ta moitié capillaire surtout. Je ne serai plus jamais le même. Tout à fait, ouais. On le salue. Bien évidemment, Marc qui nous écoute en podcast régulièrement et il revient quand il veut, bien évidemment. Julien Froment du service des sports de Radio France. Salut Julien. Salut, c'est nous les tic et tac en fait. C'est ça, on se lâche pas en ce moment. Alors il y a les tic et tac des voyages et des déplacements. Et Toto et Pipo de la caravane du PSG. On a failli être surtout, allez, on vous fait la petite confidence, mais on a vraiment failli être les Toto et Pipo des commentaires sportifs en ratant le coup d'envoi quand même de Toulouse. Mais non. Nous sommes retrouvés dans un embouteillage monstre autour du stadium. Nous sommes arrivés à 25 minutes du coup d'envoi, mais c'était très large. Et c'était ric-rac. C'est au moment où la compo du PSG est tombée. Ouais, en fait, t'en as un qui dit tout d'un coup, va tout droit. On était dans les petites rues, va tout droit. Et là, je ne sais pas. Tout d'un coup, un flash. L'expérience. Je lui dis, écoute, la route qui part sur la gauche,
je suis sûr que c'est par là, il faut passer par là. Et on a en fait coupé tous les bouchons d'un coup. Alors après 1h40 quand même dans les bouchons autour du stade. Hein. On là était là, ouais. ravis. Moi, je laisse la voiture là, je pense. tu laisses la voiture là. On a déjà fait ça en Corse, par exemple, pour un match face à Ajaccio. La journaliste a posé la voiture en plein milieu de la route, limite. Parce qu'il y a une seule voie pour monter au Voilà, stade du qui côté est dans d'Ajaccio. les hauteurs d'Ajaccio. Ouais. On est en train de partir sur des histoires d'arriver au stade. Et donc, vous l'avez entendu, c'est la voix que vous retrouvez tous les matins sur l'antenne de ici Paris, Île-de-France. Notre copain Romain Bédou qui est avec nous. Salut Romain. Salut Bruno, salut à tous. De la team ici Paris. J'ai pas mis de bonnet Île-de-France. pour ceux qui sont sur YouTube. C'est ça. Voilà. Ouais, Donc, Très bien Entre coiffé, la- cependant très bien coiffé. faut le savoir, il y a eu la Merci. casquette il y a une semaine, 2 semaines d'Alex, il y a eu le bonnet. Mais il a et toujours la re- Non, mais alors, casquette. malgré les gens qui veulent me faire taire et me faire tomber, je maintiens mais la c'est bien là casquette. comme ça, c'est bien la Ouais, c'est bien casquette. cette comme ça. casquette. Bien C'est sûr. quoi comme équipe? C'est les Les Baltimore Ravens, Ravens. Ah, c'est ça. Tout à fait. C'est un Je passe le bonjour bien sûr à mon copain Baptiste Durieux, grâce à qui j'ai pu obtenir cet objet à la super soirée du Super Bowl qu'il a participé à organiser au Grand Rex la semaine dernière. Elle Voilà. est très très belle cette Bah, casquette. Mais il n'y avait pas effectivement, des Baltimore en Ravens. plus dans. Ouais, Pas c'est du ça. tout, non, Ouais. on l'a gagné dans un petit jeu, voilà. Ça va les gars? Sympa. C'était top. On peut parler foot. On parle du PSG, On peut on fait parler quelque chose. football. Il y a On quelque a eu chose un qui se match passe. naze. Ah, voilà, c'est vrai. On peut digresser Si vous aujourd'hui voulez quand qu'on même, parle non de la finale de Coupe de France de hockey sur glace, mais on va ça c'est autre chose. Les amis, c'est parti pour le j'aime pas, bien évidemment. On le rappelle, le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 grâce à un but de Fabian Ruiz dans la 50e minute de jeu en seconde période face à Toulouse dans un match, moi je l'ai dit, jusqu'au bout de l'ennui, mais finalement ça passe et au classement, ça ne bouge pas puisqu'on le rappelle, le top 6. Tout le monde a gagné du côté du Paris, le Paris Saint-Germain, mais aussi de l'OM, de Marseille, de Monaco. Il y a eu des gros Nice, cartons, Lyon, Nice, Lyon, voilà. Mm. Du Lille aussi, sur la belle histoire bien évidemment de Ben Taleb, ça fait plaisir. Paris garde son matelas de points, donc finalement c'était important de gagner du côté de Toulouse. C'est 10 points d'avance, son matelas de sécurité sur ce club qui a pour objectif de rattraper le Paris Saint-Germain, ce club dont on ne doit pas citer le nom dans cette émission bien évidemment. On les salue bien bas. Les amis, j'aime pas, j'attaque avec toi. Alex, c'est parti pour ton j'aime s'il te plaît. Je vous propose, on attaque d'abord, on fait tour de j'aime. Voilà. D'accord. Oh là là. Soyons Allez, positifs. soyez positifs. On est de bonne humeur C'est ce ça. matin. Eh oui, oui. Moi, c'est un j'aime un peu général, mais je trouve ça assez formidable d'une certaine manière que le Paris Saint-Germain gagne ces matchs un peu chiants, un peu. Je mettrai 1 euro dans la boîte à. Très, très bien. Dans la boîte On à est dans la rebond. boîte à sous, merci. Ces matchs un peu casse-pieds, un peu embêtants, ces matchs un peu pièges entre deux rencontres de Ligue des Champions, ces déplacements où la motivation pourrait tomber. Voilà, comme tu l'as rappelé, le PSG a 10 points d'avance en Ligue 1, on se déplace à Toulouse, qui était venu en bus. Voilà, ils étaient venus en bus Toulouse et tu te dis bah voilà le PSG, Luis Enrique a beaucoup fait tourner, t'as beaucoup de joueurs qui n'avaient pas beaucoup de minutes qui ont démarré et tu te dis bah voilà il pourrait y avoir ce petit dérapage, il pourrait y avoir cette petite glissade, il pourrait y avoir ce petit moment d'égarement qui serait compréhensible et justifiable. Mais non, voilà, le PSG est allé chercher 3 points. Le PSG, sûr de ses forces en Ligue 1, qui a pas laissé de place au doute ou qui a pas laissé de place à de futures critiques possibles. Le PSG a gagné et on en parlera, je pense, au fur et à mesure que la saison avance. Mais il reste 12 matchs, il reste 12 journées. Le PSG a toujours pas perdu en Ligue 1. Là, tel que ça se profile, ça peut aller jusqu'au bout de la saison et ce serait pas rien quand même. Et je trouve que s'il y a un PSG qui peut réaliser cet exploit, c'est peut-être celui-là, voilà, qui ne doute jamais, j'ai l'impression. On rappelle que la séquence qui arrive sera peut-être la plus importante jusqu'au 16 mars prochain, avec du Lyon, du Lille et du Marseille et du Rennes qui vont venir traîner dans les parages. Après derrière, voilà, plus la Ligue des Champions. Après derrière, je pense que si tu passes correctement cette partie de championnat, ça devrait rouler vers le titre. Est-ce que quand même, quand on voit le petit rythme, Romain, quand on voit cette équipe quelquefois en train de marcher sur la pelouse et en train de faire tourner le ballon, est-ce qu'on n'est pas quelquefois, alors peut-être qu'on est mal habitué nous de notre côté, mais est-ce qu'on n'est pas un peu des sales gosses aussi du côté du PSG, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre une intensité folle sur des matchs extraordinaires qu'on a vus ces derniers temps, et puis on marque un but, et puis là on fait tourner, puis on attend. En fait, on est très tranquille, trop tranquille je trouve, c'est un avis. Moi je suis pas forcément d'accord avec cet avis-là, que tu partages, et que je sais qu'il y a
un commentateur sur DAZN que je connais très bien, qui aussi Un certain Wally. qui aussi était de cet avis, mais avec Walid on s'adore, mais on a le droit d'être en désaccord parfois sur des visions foot. Et c'est pas parce que l'un est en désaccord avec l'autre qu'il y en a un qui a raison et qu'il faut harceler l'autre. Voilà. Je dis ça parce que il y a des mecs qui commencent à partir sur les insultes pour tout et pour rien. Il faut absolument pas faire ça sur du foot. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça parce que en fait, on sous-estime tellement le fait qu'on soit dans cette période de dingue qu'il y a un moment où ouais, forcément, on va être moins bon. On peut pas être bon tous les 3 jours pendant 2 mois avec des matchs tout le temps. Ça n'existe pas. Vous regardez, Liverpool, ils ont perdu contre Plymouth en Cup, et là, ça fait 10 jours qu'ils sont moins bien. Ils ont fait match nul contre Everton, ils ont gagné contre Wolverhampton hier, mais c'était moins bien. Ils ont fait 0 tir en deuxième période. Parce que on est dans une gestion des effectifs, et quand on est face à un adversaire, et là on revient sur l'adversité, un adversaire qui ne propose absolument rien et qui nous donne absolument pas l'idée qu'on va être en danger, on est devant. Ben non, on fait tourner. Ouais, voilà, parce qu'il y a une gestion du physique à faire, il y a une gestion des efforts, il y a une gestion du résultat, et c'est peut-être chiant pour les supporters, il y a des moments, mais c'est pas comme si on était dans une période où merde, on est en manque de confiance. Pardon, Dites, boîte les à gars, sous. là, j'en suis à mon 4e gros mot en moins de 10 minutes d'émission. Non, mais ça va pas le faire. C'est pas comme si on était dans une période où il faut absolument qu'on montre. Il faut absolument qu'on montre parce qu'en ce moment, on est en manque de confiance comme on en a pu l'être. Non, on est bien. On a montré qu'on savait bien jouer. On a montré même qu'on pouvait enchaîner parfois des performances où on jouait bien. Voilà, il y a un match sans une fois de temps en temps. L'important dans ces matchs sans, c'est de pas perdre. En plus, on a gagné, et c'est de pas avoir de blessures. Voilà. Donc c'est ce qui a été le cas. Je vais pas analyser 25 000 fois. Ça n'a pas été un bon match de toute façon. Donc je vais pas dire que c'était un bon match. Mais juste, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Alex, pour terminer, et après on va voir Julien pour son jeu. Oui, pareil, en plus d'être d'accord avec effectivement ce qu'a dit Romain, ça fait aussi partie du style de ce PSG, c'est-à-dire il y a un côté faire tourner, maîtriser, endormir un peu l'adversaire, et puis pouvoir, par des changements de rythme, par un peu de désaccélération, pouvoir un peu piquer, etc. Et là, pour le coup, effectivement, ça a permis de pratiquer ce jeu un peu plus lent, qui aussi, de toute façon, fait partie de l'identité du PSG depuis 10 ans. C'est-à-dire que depuis 10 ans, le PSG, vu qu'il a le ballon, vu qu'il est souvent face à des blocs bas, est obligé de faire tourner, de maîtriser, d'avoir le ballon. Voilà, c'était un match où il y a eu plus de ça que d'autres choses, en tout cas samedi soir. En tout cas, cette équipe de Toulouse, sans dire qu'elle est inquiétante, mais avec son nombre de blessés, puis effectivement ce jeu très restrictif, n'était pas très très agréable à regarder. Je leur souhaite bonne saison, mais c'était pas terrible. C'est vraiment du ventre mou de chez ventre mou, on dirait mon ventre justement à la plage. Les amis, avec toi Julien, ton j'aime s'il te plaît. Et le petit Seny Mayolou. Donc, il n'a pas beaucoup à sauver du match. Enfin, après, bon, voilà, je suis tout à fait d'accord avec Romain sur le fait que tu peux pas être performant, ultra performant tout du long quand tu as des matchs tous les 3 jours. Mais le côté positif, c'est d'avoir justement des joueurs que tu vois pas souvent. Et il y en a qui en profitent, qui font des bons matchs, d'autres un peu moins. Et pour le coup, je trouvais que Mayolou a fait, pour une titularisation, c'était la 6e cette saison, a vraiment été pas mal. Franchement, il était dans le rythme, il a tenté des choses. À un moment, il a tenté une frappe, entrée de surface de réparation, du pressing. Enfin voilà, j'ai vraiment trouvé qu'il avait fait une très belle prestation. Et voilà, ça fait plaisir de voir un petit Titi qui, tu vois, on sait que les places sont chères, que à part Warren, Zahir Emery qui a réussi à s'installer, c'est un peu compliqué pour les autres. Zagué, on a l'impression que ça va être un peu juste. Le petit Mbaye, il a 16 ans et des brouettes, donc lui c'est pareil, il faut le laisser un peu grandir. Et Mayolou, voilà, on lui a donné sa chance, il l'a saisi, et je crois que même d'ailleurs, il l'a dit, Luis Enrique à la fin du match, était assez satisfait de sa prestation. Donc voilà, c'était, je trouve, un des points positifs, on va dire, de ce match toulousain. C'est Mayolou qui a eu le droit à un gros câlinou à la fin, puisqu'il est sorti à 3-4 minutes de la fin du match, et Luis Enrique l'a pris dans les bras et l'a chaudement félicité. À noter qu'effectivement, après quelques matchs un peu décevants, Alex, en Coupe de France, des apparitions un peu mollassonnes, là, il a fait voir que, déjà, moi, ce qui m'impressionne avec lui, c'est qu'il est flué et que pourtant, physiquement, il tient face à des papas de Ligue 1. À l'épaule, il y va, il gratte des ballons. Enfin, il a annoncé qu'il pouvait être dans la rotation quand il est dans un bon jour. Moi, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau. Moi, c'est un joueur qui m'enchante, pour reprendre un mot de Luis Enrique, mais qu'il avait dit sur un autre joueur, s'il a dit sur Fabien Ruiz, si je dis pas de bêtises en conf de presse. Moi, qui est devenu un peu le joueur hypé, on y reviendra bien évidemment, mais désormais, il faut aimer Fabien Ruiz et avoir des pancartes et des t-shirts I love Fabien. C'est ça. Mais pour revenir sur Mayolou, oui, c'est un joueur qui est complet, qui a toujours une justesse et
et une intensité qui est très plaisante dans son jeu. Et oui, moi j'aime beaucoup. J'en discutais, c'est marrant. Après l'émission la semaine dernière, j'en discutais avec Tac, du coup, avec Marc Méchenois, qui me parlait, qui me disait que la saison prochaine, il le verrait bien partir en prêt. Enfin, en tout cas, qu'il y aurait quelque chose de logique à le voir aller chercher une saison un peu complète dans un club un peu moins huppé. Moi j'ai l'impression qu'en fait au fur et à mesure au fil des matchs il est prêt pour intégrer la rotation. Il a complètement assimilé ce que demande Luis Enrique et en tout cas il propose vraiment des choses intéressantes. À noter, à souligner quand même que c'était la première fois de sa carrière qu'il faisait 90 minutes complètes face à Toulouse et il est quand même sorti à la 87e, mais oui. Ah mais là j'ai 90 minutes sous le... Non, 80... non, il rentre à la... Non, il fait dans les arrêts de jeu. Les 3 dernières minutes, Joao Neves, parce que non. ça prend un peu le bouillon, là, ça brasse un peu, et tu sens qu'il est un peu fatigué. Non, il fait 90. Vraiment, quel mauvais esprit de la part de Romain Bédou. Je vous laisse terminer, Alexandre. Mais voilà, mais donc c'est bien qu'il ait pu faire ce match complet... ou presque complet de 90 minutes. De 90 minutes à Toulouse et pour moi c'est que le début. C'est un gamin qui est pétri de talent et ça se voit. Il en est déjà à 17 apparitions avec le groupe parisien cette saison. Ils ne sont pas nombreux quand même à pouvoir le dire quand on a son âge. Seny Mayoulou, le gamin du Blanc-Ménil, je vous rappelle, qui a 18 ans tout juste. Il aura 19 ans. Ce qui est bien, c'est juste très rapidement. Parce qu'après c'est à toi le gène. C'est pour ça que je fais le tour de table. Ce qui est bien, c'est la personnalité de Mayoulou. Ça, c'est cool. Parce qu'en fait, il y en a qui pourraient être inhibés, etc. Lui, vraiment, il n'a pas peur. Donc, c'est vraiment cool. Et ce qui est assez drôle, c'est de le voir débarquer après en conférence de presse et tout timide. C'est-à-dire que, non, mais c'est vrai, il n'a pas peur quand il est sur le terrain. Il switch effectivement et il envoie Seny Mayoulou. Bravo à lui. Il a donc le j'aime de Monsieur Froment. Le j'aime de Monsieur Romain Bédouc. William Pacho. William Pacho, parce que je le trouvais un peu moins bien sur les dernières semaines, sans que ça soit catastrophique, parce que c'est toujours une des grosses satisfactions du début de saison. Mais là, j'ai l'impression que il reprend véritablement du poil de la bête. On avait eu une fin d'année où il s'était parfois fait bouger par des attaquants. Je pense à Mbalazzola, notamment avec Lens, dans les 2 matchs qu'il avait pu faire en Coupe de France et en championnat. Ça avait été parfois un peu compliqué. Là, même à Jorque, dans le match à Brest, en championnat, où ça avait été un peu plus difficile. Là, je le retrouve un peu plus conquérant, un peu plus serein. Il y a cette force de dissuasion qu'il a sur les coups de pied arrêtés, que ça soit défensif ou c'est un de nos premiers remparts et c'est pas de refus vu que sur les coups de pied arrêtés on est quand même pas très très fort. Et offensif puisque sur le but ça vient d'une tête à la base de Pacho qui va rebondir un peu sur la barre et finalement Fabien Ruiz qui marque. Donc c'est bien qu'on retrouve un Pacho conquérant parce que un Pacho solide ça veut souvent dire un Marquinhos solide à côté. On sait que les deux sont assez complémentaires là-dessus, que Marquinhos a besoin d'avoir un mec qui est très très serein défensivement et un rock à côté de lui. Donc tant mieux. Voilà, c'est bien de retrouver un Pacho. Alors après, il n'a pas non plus été mis dans d'énormes difficultés face à Toulouse, mais c'est plus une tendance sur les 2-3 dernières semaines. Julien, sur Pacho, c'est vraiment... Je sais qu'on en parle quelquefois et qu'on fait des rebonds là-dessus, mais en début de saison, quand il arrive, tout le monde se dit... Oui, bien sûr, pourquoi pas. Tu vois tout le monde se dit c'est qui surtout. Tu vois le tarot et tu te dis 40 briques pour un mec qui est connu par sa mère et les supporters de Bundesliga, tu te dis bon. Et en fait, là pour le coup, c'est bravo Campos et bravo la direction sportive d'être allé le chercher parce que le mec s'est révélé. Faut pas oublier que c'est sa première participation à la Ligue des Champions. Il la découvre, la Champions League aussi. Là, je regardais, il a déjà 33 matchs cette saison disputés avec le Paris Saint-Germain. Donc d'avoir des moments un peu moins bien, ça peut s'entendre. Non, c'est vraiment la super satisfaction et je crois que même, tu vois, on le voit de toute façon sur les compos de Luis Enrique, la charnière centrale titulaire, c'est Marquinhos, c'est Pacho. Tu vois, on pensait que Lucas allait peut-être pouvoir revenir. On sent que Lucas, il a encore un petit peu de boulot pour retrouver sa plénitude. On parle même pas de Kipembe. Beraldo, on lui donne du temps de jeu parce que il faut garder tout le monde un peu à niveau, quoi. Mais tu sens que il fait partie des indéboulonnables maintenant du 11 parisien. Et même quand il est un peu moins bien, tu vois, par exemple à Brest en Ligue des Champions, en fait il y a le match, ce qui se passe avec Sima là.
Première intervention, il se trouve Oui, il complètement, rate et il après, se il fait revient. complètement bouger. Et puis derrière, il te fait une intervention exceptionnelle pour empêcher le but. Donc voilà. La fois contre Monaco aussi. Et Monaco aussi, il avait fait la même. Tout à fait. Minamino, Ouais. exceptionnel. Ah, celle-là, Son tacle. Il est à fantastique. 99%, tu penses qu'il y a pénalty et en fait, la balle, il te l'enlève nickel, quoi. Donc voilà, non, franchement, c'est vraiment une satisfaction et c'est vrai que là, il commence à retrouver sa plénitude, quoi. Les amis, j'ai envie de. Je le fais pas souvent, mais je vais mettre un j'aime moi. Voilà. Voilà. J'ai envie de mettre un j'aime moi. Je mettrai pas de j'aime pas. C'est juste que j'ai envie de mettre un j'aime parce que il est arrivé quelque chose du côté du stadium de Toulouse. C'est que on a un joueur qui a débarqué. C'est Matvei Safonov qui est venu en zone mixte. J'ai d'abord trouvé son match extrêmement correct et plutôt rassurant. J'ai même vu un gardien de but du Paris Saint-Germain prendre un ballon dans les airs sur un corner. Donc c'est déjà, moi, ça a eu beaucoup d'émotions à l'antenne et je pense que Pierre Clément pourrait en témoigner de cette émotion d'avoir vu un gardien dire c'est bon, je l'ai, de capter, dire allez hop, tout le monde remonte. Ça déjà premièrement. Et surtout, après à peine 8 mois à Paris, ce garçon a pris la décision et prend des cours de français. Et je le mets en j'aime parce qu'ils ne sont pas nombreux au Paris Saint-Germain à faire cet effort de venir voir la presse et de tenter leur chance en français. Alors, question lente de la part de Julien Froment et Bruno Salomon qui ont fait le travail pour tous les autres journalistes. N'est-ce pas, mon Juju? Ah, il n'y avait pas des. On s'est retrouvés un peu seuls, surtout toi au tout début. Fallait faire les locomotives. Voilà. Hein. Mais en tout cas, mais bravo lui. Voilà, j'aimerais vous faire écouter Matvei Safonov en français. Et je voudrais juste vous dire une chose, c'est qu'à la fin, on lui a dit bravo, franchement, d'avoir tenté le coup, plus de 3 minutes à parler à la presse en français. Pour moi, maintenant, plus confortable parce que je commence à parler français, je peux communiquer avec mon coéquipier. Maintenant, mieux. Et je pense que ça va continuer comme ça et je vais me sentir comme les parties de l'équipe normalement. Ça se passe comment les cours de français, justement? J'ai essayé de faire ça normalement 2-3 fois par semaine, mais de temps en temps, c'est difficile parce qu'on a beaucoup de matchs et je n'ai pas le temps pour 2 ou 3 fois toutes les semaines. Voilà, 2 à 3 fois par semaine des cours de français. Je peux t'annoncer le prochain, moi. Ça va être João Neves, le prochain en français. Parce qu'à Brest, là, il répondait en anglais, puis à un moment, hop, il t'a fait une réponse en français, et franchement, un français aussi de très bonne qualité. Donc je pense que Neves, d'ici, allez, 3-4 semaines, c'est bon, il va venir nous parler comme Nuno Mendes, quoi. Mais c'est un signe important, et c'est aussi pour ça que je mets ça en avant. C'est un signe important. Luis Enrique s'y met un petit peu. On a eu toute une génération de joueurs au Paris Saint-Germain qui, sur les 4 à 5 dernières années, n'ont fait aucun effort. Di Maria. Voilà, mais il savait parler français, c'est juste qu'il vous avait. Alors, pour Di Maria, hein, je parle pas. Oui, non, mais on sait bien. Non, Neymar aussi parlait français, mais en fait, c'est juste qu'il voulait pas se. Il parle pas à toi. Il ne voulait pas venir en conférence de presse, donc mais il Zlatan pas. aussi parlait français, tu vois. C'est pas que ça. Je pense qu'il y avait aussi une idée de. Ils ont pas envie de se faire torpiller parce qu'il parlait français et qu'il se faisait critiquer. Moi, je prends l'exemple de Unai Emery, le traitement qu'il y a eu sur Unai Emery quand il parlait français. Emery, c'est différent, tu vois, parce que Emery, je pense que ça l'arrangeait aussi. Alors, l'effort était louable, c'était bien qu'il vienne nous parler français. Mais après, il y avait un espèce de, tu vois, il avait 3 mots de vocabulaire et du coup, ça permettait de cadenasser son discours. Alors que, moi, je me rappelle une fois, il avait parlé en espagnol, c'était sur Verratti. Je sais plus pourquoi. Et il était passionnant. Et en fait, il y a des moments où tu vois, en fait, apprends bien la langue et tout, lance-toi, c'est super. Tu vois, ce que fait Luis Enrique, par exemple, c'est top. Non, mais le peu de fois, parce que je suis d'accord avec toi sur la deuxième saison d'Unai Emery aussi, on refait un petit truc, mais sur la deuxième saison d'Unai Emery, effectivement, quand il était en difficulté, il parlait un français qui était de moins en moins compréhensible. Mais moi, je te parle même pas de ça, je te parle vraiment sur la première saison où tout le monde se foutait de sa gueule parce que la concurrence, les trucs comme ça. Mais pourquoi et ça vient. Tu sais quoi, je vais mettre un tir à nos confrères de Canal+, pour une fois. C'est J plus 1 qui venait se foutre de sa tronche et la grande surface ou la petite surface sur Canal+, sur le CFC, qui se foutait de sa tronche à chaque intervention. Mais moi, je peux comprendre si dans le même temps, un mec comme Di Maria, qui est à la base aussi un peu timide, se disait en fait je vais pas me mettre passer temps non mais c'est pas en fait c'est pas qu'il ne savait pas, c'est pas qu'il ne savait pas, c'est qu'il savait mais qui en fait tout cas il faisait bravo à la nouvelle génération, voilà, c'est ça, ils viennent parler en français, ils font les efforts et c'est super. Gonzalo Ramos, on n'en est plus très loin non plus, donc voilà, c'était juste, je voulais féliciter Safonov qui juste est-ce que quelqu'un a envie sur le côté sportif sur Safonov? Pas de débat. Franchement, le match que c'est. Il a sorti 2-3 trucs, non? Ouais, ok. Et il a joué quand même contre le. Xavi Babica. C'est bien beau de nous mettre des Airbus dans les tribunes en avant-match, mais à la fin, ça finit en Flixbus, quoi. Donc,
Franchement, voilà. Celle-là, il l'a répété devant le Il l'a miroir. travaillé. Celle-là, je peux te dire qu'on Non, je brosse veux dire- on brosse sur les dents. Je l'ai dit à un collègue toulousain Airbus, tout à l'heure. Flixbus. Airbus. Depuis samedi 23h. Franchement, les gars, vous êtes pas Je le soupçonne, parce qu'il vient jamais. Je le Et soupçonne. retrouvez-moi, C'est quoi J'ai une seule vanne, je vais faire la tribune aujourd'hui. Il est en rodage au Paname toute la semaine. Exactement. Venez, c'est gratuit. En tout cas, tifo de qualité Très beau de tifo, la très part des belle ambiance, Toulousains. ouais. Ça, c'était faut à le dire. noter quand même. Mais en tout cas, je ne paierai pas beaucoup. Je ne sais pas s'il y aura pas des places sur billets réducs, mais j'irai faire un petit tour quand même te voir en spectacle. Au point virgule, Ouais, c'est pas mal. faut encourager. Allez, Il n'y a que la virgule là. y a pas les de- amis, le j'aime. Allez hop là, il continue. Arrête tout. Le j'aime pas. Pour commencer, on va y aller avec toi, Alex. J'aime pas. Remets-toi de cette blague. Et bonjour, merci d'être avec nous. Et on se lance pour ton j'aime pas. Oui, j'ai pas beaucoup aimé, mais j'ai l'impression que c'est assez récurrent avec lui. J'ai pas beaucoup aimé le match de Lucas Beraldo. Voilà, il est reparti. Voilà. C'est ça. En fait, au-delà de son match que j'ai trouvé assez quelconque face à une équipe de Toulouse qui n'était pas vraiment dangereuse, et pour autant, j'avais qu'ils ont été dangereux, j'ai l'impression qu'il avait quelque chose à avoir là-dedans. Je trouve que ce garçon stagne de manière assez inquiétante. On peut plus vraiment sortir l'excuse de son arrivée, de son adaptation. Je veux dire, voilà, ça fait plus d'un an qu'il est là. Il a eu le temps de s'acclimater à la Ligue 1. Et puis j'ai eu quand même l'impression, moi, la saison dernière, notamment quand il jouait axial gauche, de voir des choses assez intéressantes et beaucoup plus intéressantes que ce que je vois cette saison. Là, j'ai l'impression que cette saison, il a un cap qu'il n'arrive pas à franchir. Et il a du mal un peu à confirmer les promesses qu'on attendait de lui. Enfin voilà, moi je vois pas, enfin je vois pas pour l'instant en tout cas, je vois pas trop une future star ou un futur grand dans ce joueur. Je vois plus un joueur qui va un peu nous décevoir, quoi, parce que on avait un peu l'impression d'avoir déniché la pépite. C'est un truc qu'on a souvent cité ici, mais il y avait un très bon article d'Adrien Chantegrelet dans le Parisien qui racontait tout le processus de recrutement et notamment autour de Lucas Beraldo, et que ça avait été un profil qui avait été vraiment déniché, creusé, validé par Campos et par Enrique. Et puis là, j'ai l'impression que ça fait un peu pchit, quoi, et ça m'embête parce que c'est un garçon que j'aimerais voir se développer un peu plus au PSG, quoi. Adri Chantegrelet, pardon, Adri du Parisien, bien évidemment, pour le rappeler, et que vous retrouvez. Je l'ai pas dit. Je sais plus, mais je voulais en fait juste Oui, faire bien sûr. une petite passe D à Adri, justement, qui a rencontré Paul Pogba et qui fait en tout cas un dossier Paul Pogba autour et avec Harold Marchetti aujourd'hui, et Formidable. Steph Bianchi, pour parler de la pieuvre. J'étais en train de me La demander. pioche. La pioche. Je sais plus où j'en La étais. pioche. J'ai patiné là. Paul Le Poupe. Paul Le Poupe, voilà. Et en tout cas, voilà, qui sera plutôt côté États-Unis plutôt que du côté de Marseille ou de Paris ou où vous voulez. Tu voulais réagir sur Beraldo, parce que, en cette fait, énigme, alors- parce que ça fait 1 an qu'il est là. Alors déjà, en fait, sur le côté adaptation, je reviens juste là-dessus, parce que Mhm. sur le match, je suis pas forcément en désaccord avec toi, mais là encore sur le match, Oui. voilà. C'était plus un truc Et puis en global. plus, il joue axial droit. Mmh. Bon, son poste à Beraldo, c'est plus central. Quand il joue central gauche, je veux bien le juger. Quand il joue arrière gauche, c'est qu'il joue central droit. Je suis un peu moins parce qu'il est dans une situation qui est assez compliquée. En plus, il a pas beaucoup de rythme parce qu'il joue peu. Sur le côté adaptation, en fait, on a peut-être eu le meilleur de Lucas Beraldo l'année dernière quand il est arrivé, au moment où il est arrivé. Pourquoi ? Parce qu'il enchaînait directement avec sa saison au Brésil. Il avait eu très peu de pauses entre les deux. Il était sur la lancée de cette saison-là. Et donc, en fait, ce qu'on savait un petit peu, c'était que il allait être en forme très vite, tout de suite. Et d'ailleurs, il l'a été. Et il a montré, il a fait des bons matchs. La Real Sociedad, notamment en 8e de finale de Ligue des Champions. Mais on savait qu'il allait avoir un contre-coup. Et quand il y a des contre-coups comme ça, où, en fait, l'adaptation, elle se fait. Le problème d'adaptation, il était peut-être pas. Il a peut-être été décalé, tu vois. Il était peut-être pas au tout début quand il est arrivé. Mais par la suite, avec la coupure d'été où il a eu des compétitions internationales aussi avec le Brésil, puisqu'il est sélectionné là-bas. Et donc là,
il se prend vraiment l'adaptation, l'hiver froid, le truc français, etc. Et il a pas de rythme pour pouvoir enchaîner. Alors ça veut pas dire que je le défends parce que je le trouve pas extraordinaire, Lucas Beraldo. Et le travail pour le dénicher, bon, dans Football Manager, ça devient un des meilleurs joueurs, un des meilleurs défenseurs du jeu. Donc bon, il y a pas non plus, tu vois, il était attendu, quoi. Il est attendu, Lucas Beraldo. Mais donc je suis pas si étonné que ça en fait. Je suis pas si étonné qu'il ait le contre-coup maintenant. En plus, il a vraiment rien pour pouvoir enchaîner puisque il joue pas à son poste et il joue pas beaucoup de matchs. Donc, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il fait ses prises de tête là, il part de très loin et quand il se rate, il fait des air-têtes. Tu le vois et tu dis mais non, en fait, t'as mal géré. Alors peut-être qu'il lui faut des lunettes, mais c'est effectivement quelquefois difficile pour Lucas Beraldo. Ton j'aime pas, Julien Froment. Il y avait une hésitation, j'avais dit Barcola, puis Doué, puis je vais rester sur Doué, mais ça, je pense que ça vaut pour tout le secteur offensif face à Toulouse, qui n'a pas été, on va dire, mis vraiment en lumière. Ils n'ont pas vraiment été très bons, pas efficaces. Doué, alors bon, après c'est pareil, Désiré Doué, il a beaucoup enchaîné. Il y avait du très très bon quand même sur ces dernières semaines et on avait enfin senti qu'il s'était bien adapté à ce PSG, à ce que voulait Luis Enrique. Mais c'est vrai que face à Toulouse, énormément de déchets techniques, des passes assez simples ratées, un but tout fait qui met sur le poteau alors qu'il y avait quand même l'espace de la mettre, quoi. Enfin voilà, il était moins bien. Après, ça fait partie de l'apprentissage. Il est jeune, il a 19 ans. Il a vraiment, pour retenir surtout tout ce qu'il a fait de bien ces dernières semaines, là, c'est un coup de moins bien pour lui, un peu à l'image d'un Bradley Barcola qui aussi aurait pu tuer le match à de nombreuses reprises, on va dire. Donc voilà, un petit peu déçu, mais bon, on va mettre ça sur le compte de l'apprentissage justement du très haut niveau et d'être régulier justement même dans ce genre de match, quoi. Bizarrement positionné en plus, on ne sait pas trop où il se place, relayeur un peu à droite, ça bouge un peu dans tous les sens. Avec Kanguini, on ne sait pas trop. Enfin, on a l'impression que Luis Enrique continue de voir un peu, de les placer sur le terrain, de faire des tests. Il fait aussi des tests sur ce genre de match. Ah oui, non, mais c'est complètement ça. Mais de toute façon, on commence à avoir l'habitude. C'est-à-dire qu'il met aussi ses joueurs dans des situations un peu d'inconfort tactique. Il les teste à des postes et d'autres. Il veut les voir dans différentes situations, différentes positions. Voilà, Désiré Doué, mais comme Kanguini, comme d'autres, c'est typiquement le genre de joueur qui peut jouer à 5 postes différents et du coup qui est baladé par Enrique. Et moi, limite, j'ai envie de dire, vu la forme qu'il tenait ces dernières semaines, je suis limite rassuré qu'il ait raté un match, quoi, parce que là, franchement, ça commence à devenir inquiétant, quoi. Voilà. il était sur 13 titularisations sur les 15 derniers Oui, matchs. non, mais Voilà, donc, c'est un j'aime moins plutôt voilà. que j'aime pas. Oui. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais C'est vrai qu'on pourrait changer cette chronique en j'aime moins. Ça pourrait être moins J'aime violent. moyen, C'est un peu radical le j'aime pas. j'aime moyen, voilà. J'aime C'est moyen. ça, Ouais. J'aime moyen. Moi, j'aime moins. Voilà. Bof. C'est ça. J'aime On bof. pourrait faire des Voilà. catégories. J'aime bof. En tout cas, c'est pour terminer avec Désiré Doué. Et désormais, on termine avec toi, Romain, pour ton j'aime moins, j'aime moyen, j'aime Non, pas. alors bon, à la base, j'ai été reparti sur le calendrier, mais j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. Donc je vais faire un petit j'aime pas sur. Là, c'est pas un j'aime moins, c'est un j'aime pas. Sur Lucas Hernandez, que je trouve. Là encore, ça s'explique. Hein, le fait de revenir de croiser, de deux croisés en 2 ans et demi à peu près. C'est difficile et j'ai des perspectives, moi, pour la suite de la carrière de Lucas Hernandez qui sont peut-être pas forcément très joyeuse parce que c'est très difficile de revenir de 2 blessures comme ça. Mais le fait est que je suis pas serein, quoi. Je suis pas serein quand je regarde Lucas Hernandez actuellement, encore moins quand il joue au poste d'arrière gauche, parce que dans les courses il se fait battre. Là, il y a plusieurs fois où il s'est fait battre, notamment en première mi-temps par Xavi Babika, qui c'est pas un top attaquant de Ligue 1, Xavi Babika. Donc il y a des signaux qui m'inquiètent un petit peu de la part de Lucas Hernandez. Ça, c'est pas la solution sécure que j'attendais. Voilà. Je pensais que quand il allait revenir de blessure, ça allait faire une concurrence hyper saine entre Pacho et Nuno Mendes pour que ils prennent la place de l'un des deux et que les trois se tirent un petit peu la bourre pour les 2 postes. Mais en fait, il a un vrai train de retard sur les deux. Il a un vrai train de retard sur Nuno Mendes au poste de défense d'arrière gauche et il a un vrai train de retard sur Pacho au poste de défenseur central gauche. Julien, pour ce Lucas Hernandez. Côté gauche, alors central gauche, c'est un peu compliqué. On l'a dit tout à l'heure avec William Pacho, et effectivement latéral gauche. Bon, enfin,
ce central gauche qui a le droit de se décaler et de monter un petit peu. C'est toujours la complexité quand tu as un joueur qui revient de blessure, 7 mois de blessure, et que tu dois, il faut lui redonner du temps de jeu pour qu'il retrouve justement du rythme et qu'il retrouve son niveau. Et forcément, voilà, tu reviens pas décroisé comme ça en un claquement de doigts. Donc, je pense que c'est un peu le prix à payer de le faire jouer ce genre de match où il est un peu en difficulté, mais il n'y a que comme ça qu'il reprendra le rythme. Après, le fait est que Pacho en ce moment est indéboulonnable en défense centrale et que Nuno Mendes, malgré on va dire ses errements défensifs, reste supérieur à ce que peut proposer Lucas Hernandez. Donc, C'est-à-dire que Nuno Mendes, quand il se fait passer une première fois, mais il peut revenir. Il revient, voilà, ouais. exactement. Il revient parce qu'il a sa vitesse, qu'il peut faire ça. Lucas, là, c'est très compliqué. C'est ça. Et du coup, voilà, Lucas, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Hier, il y a quand même pas mal de situations où c'est lui qui était en retard dans le couloir et qui mettait un peu dans la panade ses coéquipiers. Voilà. Après, je ne sais pas si les perspectives sont inquiétantes, mais c'est sûr qu'il aurait quand même plus de chances, il serait peut-être plus à l'aise en étant axial que latéral. Le problème, c'est que là, l'axial, pour le moment, faut se lever tôt pour dire à Pacho d'aller sur le banc, quoi. Ah, ça, Mais c'est sûr tu que vois, c'est compliqué. après ses premiers croisés, donc les croisés qui se fait à la Coupe du Monde 2022, il revient assez vite, hein, et on avait loué le fait qu'il était revenu assez vite et que physiquement, il avait été fiable très très vite. Par contre, dans son jeu, on avait moins les montées à la Lucas Hernandez qui pouvait faire parfois, que techniquement il était à l'aise, donc il pouvait monter sur son côté gauche et essayer de soit de centrer, soit de déborder, etc. Ce qu'il a pu faire avec l'équipe de France, qu'il a pu faire avec le Bayern, avec l'Atlético. Sachant qu'on va oublier même avant. En fait, hein. Comment ? Je crois qu'on peut oublier ça maintenant. Mais donc point-là, tu vois. ça c'était après les premiers croisés. Là, après les deuxièmes croisés sur l'autre jambe, on est plus déjà sur une problématique. Bon, les montées, j'en parle même plus, voilà. Mais on est sur une problématique de savoir si tu peux compenser tes erreurs, si tu vas bien savoir te placer parce que c'est pas ton jeu à la base. Et c'est pour ça que je suis pas forcément super optimiste. Et c'est très triste pour le joueur qu'il est, hein, parce que il y a des joueurs et on en a vu au Paris Saint-Germain qui se sont fait les croisés, qui sont jamais revenus. Et donc, Lui, ça nous il avait revient tristé. déjà. Il fait Oui, un oui. peu de... Non, mais ils sont jamais après- revenus à un niveau qui leur permet Après, d'être juste compétitifs, sur le fait que vu que Enrique il aime bien ses compos un peu asymétriques, où en gros, si tu as ton latéral droit, Oui, donc qui est Hakimi, offensif. qui est hyper Oui. offensif, t'aimes bien avoir un latéral gauche qui est plus bas et qui du coup se recentre, ça peut le faire peut-être pour Lucas, tu vois. Mais Il faut que tu apportes quand même un truc, tu vois. ouais, mais disons que tu vois sur le côté défensif, ça peut le faire. C'est juste qu'après, le problème c'est qu'il a plus les jambes pour compenser si en effet ça part derrière son dos, quoi. Oui, Alex, pour terminer pardon, autour bonjour. de Lucas Hernandez. Non, clairement, moi je trouve que sa plus belle action du week-end, je sais pas si vous l'avez vu, c'est la gender reveal. Mais quelle passe D. Mais je voulais y aller. Alors pour ceux qui ne Oh connaissent là pas, là. c'est une fête prénatale qui nous C'est vient ça, des Amériques. c'est ça, pour découvrir le sexe de l'enfant à naître. Il nous a tiré C'est un sacré coin-coin, c'est-à-dire qu'il Oui. a loué le Parc des Princes. Et, Alors, il a- je pense que le PSG lui a fait un petit tarot, quoi. Genre, il y a C'est pas ça. eu de. Alors, Ça a on pas été trop. explique, il a loué Donc, voilà. le Parc des Princes, ou en tout cas il a pris le Parc des C'est Princes, installation de tout ça, et donc il arrive pour un tir au but. Tout à fait. Avec, aux côtés de madame, avec un pantalon que je dois noter, un pas de def extraordinaire. D'accord, très bien, que Et, tu ne porterais pas. Mais alors, moi, je suis sûr que ça ne m'irait pas. Mais lui, D'accord. ça lui va parfaitement. Et donc, Et s'élance. donc il tire un penalty et donc là pyrotechnie Parc des Princes, la fumée rose qui sort. Ouais. Et donc voilà, donc Lucas Hernandez sera papa d'une petite fille. Félicitations à la famille. Bien sûr, félicitations à la famille et la gender reveal. On en a vu des moins originales, celle-là était plutôt marrante, voilà. Ben, elle fait le tour de la planète et je pense que c'est Bah ce qu'il voulait aussi. Et il a déjà ses petits articles, même des collègues à la radio. Je suis arrivé, première chose qu'ils m'ont demandé, est-ce que tu as vu Lucas Hernandez? T'es là, vous rigolez, qu'est-ce qu'il y a? Et effectivement, Moi, je l'avais pas vu, tu vois, ouais, c'est toi maman qui qui me l'as t'en appris ce matin. ai parlé parce qu'on en avait parlé quelques minutes auparavant et que j'ai découvert cette vidéo, effectivement. Félicitations au coin du Ah, mais je week-end. je pense aux voisins du Parc des Princes qui ont vu les fumigènes et les feux d'artifice Rose, partir, en disant, mais qu'est-ce en qui se se disant passe mais il n'y a pas de match ce soir, qu'est-ce qui se passe? Voilà, voilà. C'était rigolo. Et en tout cas, félicitations aux futurs parents, bien sûr, évidemment. bien sûr. Pour cet heureux événement, Lucas Hernandez qui va donc être papa d'une petite fille, c'est à venir. Les amis, on ne sait pas si ce sera le parrain de la petite fille de Lucas Hernandez, mais en tout cas, son mois passé au Paris Saint-Germain nous pose un tout petit peu question. On rappelle que Grisha Kvaratskhelia est arrivé au Paris Saint-Germain du côté du PSG depuis un mois, depuis le 15 janvier.
janvier, on est le 17, voilà, on est plutôt dans le mois, et on a eu un Kvaratskhelia qui a donc fait 90 minutes complètes face au Mans et face à Toulouse, qui a fait plus de 231 minutes en 5 matchs de Ligue des Champions et de Ligue 1, beaucoup de Ligue 1 et un tout petit peu de Ligue des Champions. Et au final, ça nous donne une passe décisive et un but face à Reims et Monaco. Après un mois, quel bilan peut-on faire? Et est-ce qu'il y a un petit doute, en fait, effectivement, à la sortie de ce match qui était très moyen pour tout le monde, on s'est demandé de savoir si Kvaratskhelia était déjà en place au PSG. On n'en a pas l'impression. Je me retourne vers les copains qui sont en train de se dire, pourvu que ça se tombe pas sur moi dès le premier tour, et ben ça sera toi, Julien. Tiens, tu vois, le premier qui émet, c'est pour toi. Non, mais est-ce qu'il y a l'ombre d'un doute de se dire, bon, est-ce qu'il est Luis Enrique compatible? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut bien se passer pour notre Géorgien? Déjà, rappelle-moi, en début de saison, les nouvelles recrues, qui s'est adapté tout de suite? Il y a eu Jean Neves, Pacho. Et après, derrière, Désiré Doué a mis beaucoup de temps. Voilà. Pour le coup. Il change le prisme aussi change, parce qu'à Naples, c'était un peu Dieu le Père. C'était Gvaradona, tout passait par lui. Il faisait la pluie et le beau temps et on jouait pour lui. Et voilà, au PSG, on joue pas pour lui. Il faut déjà qu'on arrive à jouer avec lui, ce qui n'est pas forcément le cas pour le moment avec ses petits camarades qui ont un peu du mal à le trouver. Et ça demande une période d'adaptation. Et puis même lui, d'un point de vue physique, j'en avais parlé au Mans. Tu sais, en Coupe de France, il y avait Fabien Bossuet qui est passé par le Mans et qui est le préparateur physique de la sélection géorgienne et qui nous expliquait ce que je lui disais. Bon, il a peut-être un petit peu de mal encore à rentrer dans ces matchs et tout. Il me dit, ouais, vous inquiétez pas. En gros, pendant 3 mois, il s'est mis à l'arrêt avec le Napoli parce qu'il attendait d'être transféré. Il voulait partir. Et on va dire qu'il s'est économisé et qu'il n'est pas à 100% de ses moyens athlétiques. Ça va revenir et il portait le Napoli à bout de bras. Donc avec le PSG, ça va rouler. Il faut juste lui laisser du temps, quoi. Donc voilà, je pense que c'est tout un ensemble de choses, à savoir déjà être à 100% physiquement, bien connaître ses partenaires, connaître aussi ce que souhaite faire Luis Enrique. Tout digérer, quoi, tu vois. Et puis aussi, peut-être, alors après, je sais pas ce qu'on lui demande, mais peut-être de simplifier un peu son jeu. C'est un ailier de percussion, mais percussion par le dribble, qui aime beaucoup user des crochets, etc. Ben voilà, peut-être qu'aussi, il va apprendre à simplifier un peu son jeu, et que, voilà, après, le puzzle va se mettre en place, quoi. Alex, est-ce qu'il y a pour toi un doute autour du joueur Kvaratskhelia? Oui, il y a qu'un mois, je sais, vous êtes déjà en train d'écrire des messages sur YouTube, sur machin. Ouais, vous êtes complètement barjot, qu'est-ce que vous faites avec Kvara? C'est juste simplement qu'on se pose la question, parce qu'effectivement, on sent même ses coéquipiers qui ont du mal à jouer avec lui ou de le trouver correctement. Mais enfin, Bruno, tu es complètement barjot. Oui, Qu'est-ce que tu fais avec je le sais. Non, pour moi, effectivement, il est trop tôt pour s'inquiéter, pour avoir des doutes. Comme l'a dit Julien, c'est normal. Enfin, je trouve que c'est peut-être un peu plus délicat, on va dire, pour les joueurs offensifs, ou en tout cas les joueurs offensifs qui arrivent avec une forte attente de s'adapter immédiatement à un nouveau contexte et d'être décisif tout de suite, parce qu'en fait, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il arrive, qu'il marque 15 buts sur ses 20 premiers matchs, qu'il fasse X passes décisives, qu'il soit tout de suite comme un poisson dans l'eau dans cette équipe-là. Et la réalité, c'est que il faut qu'il s'adapte à de nouveaux partenaires, il faut qu'il s'adapte à un nouveau contexte, il faut qu'il s'adapte à une nouvelle ville, un nouveau pays, un machin. Je dis pas que c'est plus simple pour d'autres postes ou c'est plus simple pour d'autres joueurs, mais en tout cas, là, moi, de ce qu'il m'a montré, moi déjà, je suis pas inquiet parce que je trouve que c'est pas si catastrophique que ça. Là, effectivement, il y a eu ce match un peu moyen contre Toulouse, mais comme on l'a justement rappelé, je crois que c'était assez moyen pour beaucoup de gens. Et par ailleurs, moi, je trouve que sur le peu de choses qu'il a réussi à montrer en si peu de temps, il y a quand même des très belles promesses. Il a cette volonté de combiner, de chercher ses partenaires, de jouer, en fait, il tâtonne et il teste un peu les limites et ce qu'il peut faire avec le ballon, avec le dribble, etc. Voilà, je trouve qu'il apporte quelque chose de résolument différent, mais comme le disait Julien très justement, des garçons comme Barcola, comme Dembélé, c'est vraiment des joueurs qui font la différence par la vitesse. Lui, c'est vraiment par le mouvement, par le dribble, par le repiquer dans l'axe, combiner le 1-2, le machin.
Donc voilà, il va trouver ses marques, il va trouver son football à Paris, et moi je suis pas du tout inquiet. Romain sur Gvara qui, moi le sentiment que ça me donne, c'est que, alors oui, il a apporté un truc au Paris Saint-Germain, c'est qu'il a réveillé tout le monde. C'est-à-dire que son recrutement, tout d'un coup, on a Doué, Dembélé et aussi Barcola, ils sont partis, c'est devenu les dieux du stade. Et j'ai aussi vu à Toulouse des joueurs qui on fait pas autant, on va passer à Dembélé très facilement quand on doit lui donner le ballon, autant à Gvara, on va tenter sa chance plutôt que de lui placer alors qu'il est Ouais, placé. mais ça va venir avec le temps, je pense. Parce que alors, moi, je suis aussi d'accord avec mes copains là-dessus. Je vais pas tirer sur Gvara parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit très bon tout de suite. Mais je vois pas mal de positifs dans ses prestations qui, même si statistiquement, elles sont pas encore extraordinaires. Ce que je vois de bien, c'est que déjà, il a gardé ce qui fait de lui un joueur spécial. C'est-à-dire que quand il est sur un enchaînement de dribbles et qu'il doit tenter la frappe, il va tenter la frappe et il va avoir la personnalité de tenter la frappe. C'est-à-dire que quand il sera beaucoup plus calé sur les déplacements de ses coéquipiers, ça va ouvrir beaucoup plus d'espace et il aura la personnalité de faire ce choix-là à ce moment-là. Je vois quelques relations techniques qui commencent à se parfaire. Je pense notamment celle avec Vitinha où le match d'avant, les deux étaient alignés ensemble. Ils essaient de se chercher un peu plus. Contre Monaco, c'était ça, notamment en première mi-temps. Ils essaient de chercher, ils essaient de se trouver en une, deux touches, etc. Il y a des une, deux qui se mettent en place. Donc ça, c'est des trucs qui vont venir. Je pense que la relation avec Nuno Mendes, elle va se parfaire au fur et à mesure également. Il y a plusieurs moments là où tu te dis que l'action est mal exécutée parce que il y a un problème de compréhension pour le moment avec ses coéquipiers. Mais ça, c'est des trucs qui se corrigent au fur et à mesure. Il y a des moments où voilà, il va la mettre dans l'espace, mais le latéral est pas reparti. Il va partir tout seul alors qu'il y a un mec qui a fait un appel et il n'a pas forcément vu. Ça, c'est des trucs qui vont se roder. Il faut rappeler que ça fait certes un mois qu'il est là, mais ça fait un mois qu'il n'y a quasiment pas de séance d'entraînement. Tu vois, il peut pas bosser. Le seul moment où il bosse, c'est en match. Donc ouais, ça va venir. Il y a rien d'alarmant. Il y a de vraies belles promesses. Moi, je trouve il y a des moments où il y a de vraies belles promesses, notamment dans le caractère et dans les relations techniques qu'il peut y avoir. Donc voilà, il faut juste attendre et ça va bien se passer. Ouais, et puis il y a une phase de test aussi de la part de Luis Enrique. C'est Dan Pérez, notre confrère de l'équipe, qui lui avait posé la question après je sais plus quel match au parc en disant voilà, Monaco, vous l'avez fait jouer 30% côté droit, 30% dans l'axe, 30% côté gauche. Et en fait, je pense qu'aussi, tu vois, Gvara, ce qu'il est en train d'assimiler, il en est capable de jouer à ces différentes positions, mais au PSG, c'est tellement le mouvement permanent que lui aussi, il faut qu'il arrive à s'adapter à ça, du fait de commencer à gauche, puis après de se retrouver dans l'axe avec les partenaires qui ne sont pas au même positionnement. Donc tout ça fait que ça prend du temps et il faut laisser le temps au temps, tout simplement, quoi. Et par ailleurs, c'est un joueur qui, par la nature de son jeu, a beaucoup de déchets aussi. C'est-à-dire que c'est un joueur qui tente beaucoup, qui provoque beaucoup, qui va faire le geste que peut-être d'autres joueurs vont pas tenter, ou la passe que d'autres joueurs vont pas tenter. Et donc voilà, ça, il faut pas s'en alarmer. C'est comme quand on regarde les statistiques de dribble réussis de mecs comme Barcola, comme Dembélé, comme d'autres. Voilà, ils en ont beaucoup de réussis, mais aussi beaucoup de ratés, parce qu'ils tentent beaucoup. Et il y a un truc, c'est que c'est aussi intelligent de la part de Luis Enrique, c'est qu'il est arrivé pour 70 millions il y a un mois. Il y a un match coup près, premier match de Ligue des Champions face à Brest. Il démarre sur le banc. Tu vois, il y a pas de truc. C'est que il y a pas de voilà. Le PSG est dans une position qui permet à Luis Enrique, parce qu'il s'est donné ces moyens-là aussi, mais qui permet à Luis Enrique de pouvoir être dans la gestion pour l'amener. Il n'y avait pas un besoin d'un Gvara décisif tout de suite. Donc on est dans une phase d'adaptation qui est normale, quoi. Pour terminer, Alex. Ouais, et juste un dernier mot, c'est là que il y a aussi un truc qui est important à dire, c'est que ça ne reste entre guillemets que Jacques Kvaratskhelia, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus une pression dingue sur le fait que malgré 70 millions d'euros, alors ça reste une somme, même si aujourd'hui c'est une somme qui s'est beaucoup banalisée dans le football. Il arrive pas dans un relatif anonymat, mais c'est pas une superstar mondiale. C'est un joueur qui a beaucoup de talent, que les connaisseurs de football connaissaient bien évidemment avant qu'il arrive au PSG. Mais c'est pas comme si le PSG avait recruté Rodrigo ou Vinicius ou Mohamed Salah ou quoi. Enfin, c'est pas du tout la même pression, c'est pas du tout les mêmes attentes. Et je crois que c'est aussi pour ça, je pense que Luis Enrique peut se permettre, comme le dit justement Romain, de pas le faire jouer contre Brest en Ligue des Champions. C'est qu'en fait, s'il joue pas, personne va s'en indigner, quoi. C'est l'heure de la pause dans
dans 100% PSG, la tribune. Vous ne le savez pas les garçons, mais depuis tout à l'heure, il y a une personne qui est derrière la console. Alors d'abord, c'est Roxane qui réalise ce podcast. Et puis il y a Pia, qui est pas très loin. Pia Clément, que vous retrouvez tous les soirs à 18h20 pour le journal du Paris Saint-Germain, les nouvelles du PSG sur l'antenne d'ici Paris-Île-de-France, mais aussi dans le podcast 100% PSG le MAG. Et pour jeudi prochain, le prochain invité, c'est Luc Dayan, l'ancien bras droit de Charles Bietri. Ça va parler PSG old school, messieurs dames. PSG un petit peu pomme de terre. Et le PSG qu'on a aimé aussi et tant aimé avant de basculer sous pavillon qatari du côté de ce Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est à retrouver tous les jeudis, le MAG de Pia. Jeudi dans l'après-midi. Le temps qu'elle mettre ça en ligne, tout ça. Et oui, c'est les petits commerçants, ça marche comme ça. On fait ça nous-mêmes. Allez les amis, on fait la pause et on se retrouve dans quelques instants pour parler Ligue des Champions. Et tiens, aussi pour parler du Qatar. Est-ce que le Qatar pourrait se retirer du Paris Saint-Germain si on embête un peu trop Nasser? Tournoi des 6 Nations 2025. Ici, on pousse pour le 15 de France. Les Bleus toujours en course pour la victoire du tournoi. 3e journée, Italie, France, depuis le Stadio Olimpico de Rome. Ici, écoutez Italie-France, ce dimanche dès 16h. 100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune, avec Romain Bédouc, avec Alexandra Flalo et avec Julien Froment. Comme des geeks, ils sont tous les trois, ils ont une toute petite pause de 45 secondes. J'ai l'impression d'être avec les gamins, les U13 des comètes de Meudon en déplacement, en train de regarder leur portable dès qu'ils ont 30 secondes. Ça va les gars? T'as un niveau à venir sur Candy Crush, c'est pour ça. C'est ça. Avec Candy Crush, tu parles, c'est pour mettre un message sur WhatsApp. Je rappelle, c'est interdit aux moins de 13 ans. Pan. Ça c'est fait, c'est vrai en plus. Candy Crush, c'est interdit au moins de 13 ans. Non, WhatsApp. Normalement, WhatsApp, tu dois pas y avoir accès avant 13 ans. Fort heureusement, cher Bruno, j'ai bientôt 30 ans et du coup, j'ai dépassé cette limite. Oui, mais quand même. Il y a bien longtemps. Voilà. Les amis, de retour, je vous rappelle que le Paris Saint-Germain enchaîne, ça n'arrête pas. On a passé le match de Ligue 1, ça jouera contre Lyon, match que vous pourrez suivre sur notre antenne avec celui qui, un jour ou l'autre, va me pousser dans les escaliers, mais c'est lui qui prend la main pendant mes vacances. C'est Romain Bédouc, qui va aller du côté de Lyon. Lui, il fait que les gros formidable matchs. outil. Marseille, Lyon, je vais faire Stade Briochin. ça va te calmer un peu, ça va te faire voir ce que c'est le métier. Attends, au lieu de faire tous les grands heureusement, stades. c'est en Roazhon. Voilà, c'est ça. Heureusement, c'est Roazhon. Parce que moi, je serais pas allé au Roudourou. Bah non, on y est allé au Roudourou. Non, pas Roudourou. Non, Roudourou, je serais allé. C'est le stade de Saint-Brieuc. Stade de la Brioche, ça aurait été compliqué. Stade de la Brioche. Il va faire aussi le match de Coupe de France et il fera aussi le match de Lille. Vous le retrouverez la semaine prochaine pour les commentaires. Et nous, on va se retrouver pour le match de Ligue des Champions, bien évidemment, mercredi à 21h pour cette rencontre de 8e de finale. Retour, le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 3-0 du côté de la Bretagne. Il n'y a quasiment plus aucun suspense. Je vous rappelle que Eric Roy nous a fait cette réponse fantastique en disant oui, bien sûr. Oui, on a encore une chance, il faut gagner 4-0, mais face à une équipe qui met 3 buts en moyenne par match, ça va être un petit peu compliqué d'aller les chercher là-bas au Parc des Princes. Les amis, j'ai posé cette question un peu ouverte. J'espère que vous avez bien travaillé le sujet parce que comment pimenter le match de mercredi? Qu'est-ce qui peut finalement nous donner les petits guili-guili pour aller passer un petit moment et regarder ce match et, J'ai une idée. Vas-y, allez, je crains le pire. Un double écran avec Manchester City et Real Madrid. C'est pas mal. Ça, C'est Canal a fait un choix puisque PSG Brest est sur Canal Plus Foot et Real Madrid Manchester City est sur Canal Plus. C'était déjà le cas la semaine dernière. Oui, mais en fait, normalement, dans la dernier, règle de Canal, c'est que les matchs du mardi, la fiche principale est sur Canal Plus, et le match du mercredi, la fiche principale est sur Canal Plus Foot. Et en fait, ils sont faits comme ça. Bon, bref. Après, très franchement, est-ce qu'on peut les blâmer? Non, bien sûr que non. Voilà, parce que justement, ce Brest-Paris Saint-Germain, ça va être un petit peu compliqué. Brest qui s'est fait accrocher en championnat, c'était par Auxerre, le score est de 2 buts partout. Ils ont eu un jour de moins pour se remettre un peu d'aplomb après leur match de Ligue des Champions face au PSG. Donc ok, le double écran, j'ai compris. Mais est-ce que sportivement, il y a des choses et comment mettre aussi un peu en route cette équipe? Un peu de panache. Non, en fait, ce qui serait bien, c'est que le match soit vraiment ouvert. De toute façon, Brest, qu'ils en prennent 3, 4, 6, 8,
ça change rien. Ils C'est sont la fin de l'aventure pour C'est Brest. la fin de et en Coupe l'aventure. d'Europe, en Ligue des Champions. On peu de chance applaudit, qu'on les revoie. franchement, bravo Brest, ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire quand on se dit d'où ils sont partis et quand on a vu leur poule, tu vois. Alors certes, il y avait la moitié du championnat autrichien, mais t'avais le Real, t'avais le Barça, t'avais les Leverkusen. Franchement, bravo Brest. Donc, quitte à en prendre, tu joues. De toute façon, ils savent pas mettre le bus. Ils ont essayé un tout petit peu face au PSG à l'aller, ça fait 3-0. Aucun intérêt de mettre le bus en plus. Donc voilà, jouez, franchement, on n'en tiendra même pas rigueur. Votre compétition, elle est plus que réussie. Le PSG, ça leur fait un petit match de prépa, tu vois, voilà, ça permet de garder le rythme parce que c'est vrai qu'il n'y a pas assez de matchs en ce moment. Et puis voilà, donc donner du plaisir aux supporters parisiens et brestois qui seront présents au parc, quoi. Est-ce qu'il peut y avoir un piège dans cette histoire? Est-ce que justement, même faire un match un peu foufou, est-ce que Paris pourrait être gagnant là-dedans? Alors, le piège, Alexandre Aflalo. effectivement, si tu en prends 2 dans les 10 premières minutes, bon, voilà. Maintenant, non, a priori, il n'y aura pas de piège. J'allais dire, oui. Non, mais surtout cette saison, combien de fois le PSG a pris plus de 2 buts? Jamais. Pas tant que ça. Voilà, jamais. Bon, comme ça. 2-0. Jamais, on est sûr, jamais. Non, 2-0. non, si, oui, Arsenal, veuillez m'excuser. Non, 2-0. 2-0. 2-0 Arsenal. 2-0. Ah, plus de 2 buts, tu veux dire? Plus de 2 buts. Ah non, oui, Non, mais voilà, il y a un moment aussi, si tu regardes froidement, alors certes, il y a des trous d'air défensivement, mais, Oui, mais pas à ce point, quoi. tu prends pas des... Voilà, tu prends pas des... Oui, c'est-à-dire que si t'as vraiment envie de pimenter le truc, tu fous Ibrahim Mbaye au cage, mais bon, voilà quoi. On peut mettre Arnaud Tenas aussi. Ouais, hein. ouais. En mode Espagne, non, mais ça lui, peut il est le faire. gardien, quoi. Mais bon, c'est. Non, franchement, après, moi, pour reprendre ta question de base, comment on peut pimenter ce match? La question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de pimenter ce match? C'est un match de Ligue des Champions. Non, mais c'est un match de Ligue des Champions, certes, mais c'est un match de Ligue des Champions. T'as gagné l'aller 3-0. La qualification, normalement, elle est dans la poche. Comme tout le monde l'a rappelé très justement depuis tout à l'heure, le calendrier, il est quand même pas clément. Donc, un peu comme le match contre Toulouse, c'est-à-dire que si tu peux gérer ce match, c'est très bien, quoi. Si tu peux gérer, c'est très bien. Mais on gère un match de Ligue des Champions. On peut Mais vraiment gérer. quand t'as alors que gagné, t'es non, observé mais par quand l'Europe. t'as gagné 3-0 à l'aller et sans manquer de respect à personne, que c'est contre le Stade Brestois, une équipe que tu connais par cœur, dont tu sais que tu lui es supérieur. T'es rentré dans son cerveau. Voilà, Ça fait 40 ans que tu es non, mais rentré ça, dans son cerveau. 40 ans que tu perds pas contre le Stade Brestois. le Stade Brestois, qui est quand même une équipe qui joue très bien au foot, qui a vraiment des arguments plus que sérieux, n'a jamais réussi à renverser ce PSG-là, malgré tout son talent, malgré toute son envie, toute sa hargne. Donc en fait, à un moment donné, est-ce que tu as vraiment besoin de pimenter ce match, sachant que tu sais maîtriser cette équipe-là? Moi, je crois pas. Et d'ailleurs, enfin, je fais un petit pari. Je sais pas si je le gagnerai ou pas. Je pense pas que le parc sera complet mercredi soir. Ah franchement, sur Internet, tu peux y aller. Il y a des places. Bah oui, voilà. partout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un match. Bon, ça peut jouer. L'aller, Mais non, mais on a besoin plié. d'avoir un stade de 70 000. Ouais, non, mais l'aller a été plié. Pardon. Tu joues contre une équipe qui te donne, que tu as déjà joué 3 fois ces derniers mois, qui donne une impression de 19e journée de Ligue 1. À un moment donné, voilà, je crois pas que tu aies besoin de voir ce truc de grande soirée de Ligue des Champions européenne, etc. Je suis pas sûr que ce soit. Ça reste qu'un play-off, quoi. Maître Romain Bédouc du barreau du 16e arrondissement, du 15e désormais d'ailleurs. Nanti, entre les deux, là. Nanti. Je suis entre les deux en ce moment. Ah, c'est ça? C'est Ouais. le camion de déménagement, quoi. Allez, mon loulou. Avec toi, tes suivant arguments. le repas, un peu de wasabi, si c'est japonais pour pimenter. Tu réfort. Peut-être. Moi, je suis très tabasco Ouais. pour pimenter Ah votre oui. soirée. Sriracha. Mais Et sinon, non. C'est Mais une vraie chanson, cette émission. Ça commence à déraper, quand même. Blague à part, Désolé. c'est un match de Ligue des Champions. Donc, il va falloir l'aborder comme un match de Ligue des Champions. C'est-à-dire que moi, je m'attends à une compo type sur le coup d'envoi. Et ta première période va te permettre de pouvoir gérer ta seconde. C'est-à-dire que tu joues ta première période très sérieusement, quitte à en mettre 1, 2. Même si tu es allé à un score égalité, mais que tu as eu des occasions en première période, histoire de jamais laisser l'opportunité à n'importe quel adversaire. C'est la Ligue des Champions, hein. Même si c'est que Brest, même si on a l'habitude, même si ça fait 40 ans. Bon, la Stade est 40 ans, on n'a pas joué avec eux pendant 35 ans, donc il y a un moment où tu vois, c'est un peu. Mais bon, tu c'est un prends peu plus spécial, quoi. les 2 dernières saisons. Oui, mais les 2 dernières saisons, c'est des matchs où on a été en difficulté. On s'en est toujours sorti par la suite, mais il y a eu des matchs. L'année dernière, je me rappelle du match là-bas où on gagne 3-2, je crois. On se fait brasser et- avec Mbappé. Mais voilà, mais, Bon, mais 6 c'était victoires, compliqué. un match nul. Ouais, non, mais c'est à chaque Oh, fois. vraiment, Mais c'est intéressant parce que effectivement, à chaque fois, on arrive à s'en sortir. Mais ça serait sous-estimer le contenu des matchs qu'il y a eu contre Brest à chaque fois que de dire que ça a été toujours une promenade de santé et que la série. En fait, je trouve que la série, elle rend pas hommage à l'opposition qui nous ont laissé. Mais donc, il va falloir prendre ce match sérieusement. Il va falloir faire une première période sérieuse. Et si à la fin de ta première période, t'es à +2 là sur le match, il y a 2-0 et donc t'as +5, effectivement, sur la seconde.
bah, tu vas tranquille, tu laisses, tu fais sortir tes cadres, ok, parce que là, c'est même plus un cataclysme qu'il faudrait. Mais non, il faut quand même aborder ce match sérieusement parce que c'est la Ligue des Champions, parce qu'il y a la musique qui va faire que peut-être que les Brestois vont être encore plus galvanisés et nous, on va peut-être avoir des vieux démons qui vont venir, on sait jamais. Donc non, on aborde ce match sérieusement. C'est la pire des choses, ça serait de penser que c'est déjà fait et d'aborder les matchs comme si c'était déjà fait, quel que soit l'adversaire et quel que soit l'écart que tu as déjà à la base. On parlait du fait que le stade serait pas plein. Du côté du parquage brestois, 2000 supporters bretons qui vont faire le déplacement pour le chiffre. Là, je voulais le glisser. Oui, Alex, tu voulais réagir. Alors, évidemment, d'accord avec tout ce que dit Romain, et je pense que de toute façon, Luis Enrique aura à cœur d'aborder ce match. Quand tu vois la tronche qu'il fait face à Toulouse sur le match, tu te rappelles le match dernier de la saison que tu perds face à Toulouse pour le titre? Justement, j'allais en parler. Pardon. Non, mais j'allais en parler. Mais j'allais en parler parce que justement, je suis allé vérifier. C'est le dernier match où tu as pris 3 buts. Tout court. Donc effectivement, n'importe quel match, lui, et c'est un peu ce que je disais aussi dans mon j'aime tout à l'heure, n'importe quel match, c'est le match de notre vie, quoi. Vraiment, il y a un truc un peu comme ça. Maintenant, voilà, la réalité aussi statistique, même si les chiffres sont faits pour être démentis, c'est que ça fait quasiment un an, une année civile, que tu n'as pas pris, ça fait de 9 mois que tu n'as pas pris 3 buts. Et c'est pas rien. Ah non, c'est important. C'est bon de le souligner. Juste, tout à l'heure, Romain disait on ne fait pas tourner et on met la compo type. Toi aussi, tu es dans cet état d'esprit, Julien, où face à une équipe de Brest, voilà, faut pas lui laisser de marge quand même à Brest, parce que ils nous en ont collé 2 en championnat. Ils peuvent nous embêter. Ils tapent un poteau face à nous à 1-0. Enfin voilà, c'est pas non plus. Oui. Après, j'aimerais bien voir, par exemple, tu vois, un Gvara, j'aimerais bien le voir titulaire. Parce que, pour le coup d'après, parce que bon, voilà, on l'a dit, sauf cataclysme, t'es en 8e de finale, ça va arriver très vite. Dans 15 jours, t'as le Barça ou Liverpool qui se présente au Parc des Princes. Tu vas voir Lyon, tu vas voir le Stade Briochin. Donc en fait, tous ces matchs-là, ça va être des matchs de préparation au 8e, quoi. Donc je pense que c'est le moment ou jamais, justement, c'est l'ambiance Ligue des Champions, c'est un match à prendre au sérieux. Tu mets Gvara, tu lui donnes du temps de jeu, tu as tous ces joueurs sur lesquels tu veux compter. Et je suis assez d'accord, oui, au moins la première mi-temps, arriver avec la grosse armada. Et puis après, oui, s'il y a 2-3-0, même 2-0, tu fais tourner, tu fais souffler ceux qui ont besoin de souffler. Tu vois, par exemple, est-ce qu'un Hakimi a besoin de faire 90 minutes sur ce match-là? Si l'affaire est entendue à la mi-temps, je suis pas sûr, tu vois. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu des deux. C'est au début, tu prends ça au sérieux, en effet, avec ton équipe type. Mais après, si tu vois qu'à la mi-temps, c'est bouclé, allez. Vous essayeriez pas, un Mayoulou pour lui donner pas un match titulaire? Non, et on joue pas avec ça. On joue pas avec la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est la compétition avec laquelle on ne joue pas. Donc non, il n'y a pas de test à faire dès le début. Non, on y va, on fait le truc sérieusement. Et après, quand on a l'avance nécessaire sur la deuxième période, là, on peut mettre des mecs, mais pas avant. Bon. Vous avez entendu, hein. Mais non, mais c'est la Ligue des Champions. On n'apprend rien de ce qu'on. Il y a un match contre Manchester United où Manchester United, on a gagné 2-1 là-bas. Et puis ils avaient même pas assez de joueurs qui devaient mettre 2-0. T'as raison. Je me suis quoi en plus. 2-0 là-bas. Ils avaient même pas assez de joueurs qu'ils avaient dû avoir Greenwood qui a dû se faire floquer son maillot à la boutique du parc. On s'est dit c'est tranquille, on n'a pas bossé le match. On est arrivé, on s'est cagué dessus et il s'est passé ce qui s'est passé. Apprenons du passé et on joue. Sérieusement ce match-là. Une époque où c'était le but à l'extérieur comptait double. Hein. Ouais, mais il y a toujours un truc. Non, mais attends, il y a toujours un truc. Hein. Non, mais je sais bien. Voilà, et c'est pas parce que le but s'il fallait en avoir. Tu sais, si le but à l'extérieur n'est pas compté, on en aurait pris un de plus ce match-là. On l'aurait payé. La manière dont le PSG s'était comporté, que ce soit le PSG, l'équipe, l'entraîneur, le stade autour qui a eu peur à partir de la 45e. Mais là, t'as des garde-fous, là. T'as des garde-fous. Le garde-fou, de toute façon, c'est Luis Enrique. Quand tu vois ce qu'il a dit avant Toulouse. Avant Toulouse, il a dit avant Toulouse. C'est un garde-fou que est-ce qu'on est en mode détente ou est-ce que on va montrer qu'on joue à un très haut niveau? Moi, je te dis pas. Je me pose la question, mais en gros, je la connais la réponse. Luis Enrique va pas être sérieux. Non, mais je suis certain qu'il va être sérieux. Je veux te dire. Je suis certain qu'il va être sérieux. Mais nous, on doit même pas se poser la question, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce match, vous allez pouvoir le suivre sur l'antenne d'ici Paris, Île-de-France, sur nos ondes, avec Pierre Clément à la baguette, la chef, avec Eric Rabé-Santana avec vous au 01 42 30 10 10. Et on aura le plaisir de vous faire suivre cette rencontre avec avant-match et bien évidemment le débrief d'après-match pour toutes les soirées Ligue des Champions sur notre antenne. Et après, si Paris est qualifié, on en saura un petit peu plus sur le tirage. Ce sera vendredi, soit Liverpool, soit Barça.
Barcelone. Petit tour de table, parce que je vous trouverai pas après. Non, on va pas se porter l'œil. Je vous poserai la question. Vous avez qu'à être là. Ce sera jeudi pour la prochaine émission et pour le prochain podcast. Oui, parce qu'il y aura un podcast de débrief pour le match de Brest. Les amis, je veux terminer ce podcast, cet épisode 30 de 100% PSG La Tribune, avec cette nouvelle qui est tombée le 13 février dernier. Alors, c'était pas un vendredi, mais c'était un jeudi, la veille de la Saint-Valentin, avec l'agence de Radio France qui a titré sur une information du service des sports de Radio France, qui est pas très loin, plutôt à ma droite de mon micro, l'affaire Lagardère, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, mis en examen pour complicité d'abus de pouvoir. On est d'accord, c'est le président du PSG peut-être par son titre, mais c'est en dehors de ses fonctions du Paris Saint-Germain. Ça, c'est quand même important à noter c'est pour ses complicités d'achat de vote et d'atteinte à la liberté du vote. C'est une mise en examen pour le moment. Il y a une enquête qui est diligentée depuis quelques temps. Oui, Julien, tu veux déjà... En gros, pour expliquer, c'est au sein du groupe Lagardère, parmi les actionnaires du groupe Lagardère, il y a un fonds qatarien. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il y aurait eu vraisemblablement, on va dire, des pressions de la part de Nasser pour... on va dire, en fait, le fonds qatarien, à la base, soutenait quelqu'un d'autre qu'Arnaud Lagardère. Et Nasser aurait je crois que c'était aidé Arnaud Lagardère pour que ce fonds qatarien change d'avis. C'était le fonds Amber, il me semble, le fonds détenu par un certain Joseph Augourlian, qui était un opposant de Lagardère, le propriétaire actuel du Arsenal. Bref, c'est tout un bazar. Un bazar, et c'est vrai que normalement ça touche pas vraiment de près le Paris Saint-Germain. Mais de près, de loin, ça n'a rien à voir. Oui, voilà, ça n'a rien à voir avec le PSG. Donc depuis le 5 février, cette mise en examen a eu lieu. Il aura fallu attendre un petit peu plus de 8 jours pour le savoir par voie de presse. Et lors de ce passage, le 5 février dernier, et cette mise en examen, je suis surpris d'être ici aujourd'hui, avait déclaré Nasser Al-Khelaifi aux enquêteurs, selon son entourage, et que a pu joindre France Info, le service des sports de Radio France, et donc une personne qui est pas très loin, à ma droite, notre ami Julien Froment. Les amis, juste derrière, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, certains médias ont commencé à nous dire « Ah ouais, mais là, le Qatar, il est pas content. Là, le Qatar, si on continue à ennuyer Nasser Al-Khelaifi, on va partir de Bein et on va partir et se désengager du Paris Saint-Germain. C'était assez lunaire, je dois vous avouer, parce que tu te dis, en fait non, mais ça touche rien au Paris Saint-Germain. Enfin, pourquoi ce genre de propos? Et donc, c'est la question que je voulais vous poser, les copains autour de la table. Faut-il craindre un désengagement du Qatar à court terme si Nasser Al-Khelaifi a trop d'ennuis avec la justice? Oui, je viens vers toi, mon ami. Romain Bédou, qui a déjà levé la main, il a fait, moi, je vais y aller. C'est à toi, et après, je vais entendre, bien évidemment, et Julien, qui suit le dossier de très près, comme je viens de le souligner pour Radio France, mais aussi Alexandre, qui est avec nous. Alors, moi, je préviens avant que je n'ai pas d'infos. Ce que je vais dire est un ressenti par rapport, un ressenti qui n'est pas juste un truc au doigt mouillé, c'est un ressenti par rapport aux événements qui se passent autour du Paris Saint-Germain et autour plus globalement de ce que fait le Qatar en France. Est-ce qu'on peut craindre un désintéressement et un désengagement du Qatar en France? C'est possible. Ça peut arriver. D'ailleurs, ils ont déjà commencé à diversifier leur champ d'investissement. Avant, ils avaient privilégié la France depuis le début des années 2010. Maintenant, ils s'ouvrent de plus en plus dans d'autres pays européens et pas que la France. Est-ce qu'on peut craindre un désintéressement et un désengagement du Qatar en France à la suite des affaires de Nasser Al-Khelaifi? Mais alors, pas du tout. Ça, c'est ton ressenti. On rappelle que c'est un ressenti. En fait, il n'y a absolument aucun lien entre les affaires de Nasser Al-Khelaifi et les investissements que peuvent faire le Qatar en France. La dynamique de désengagement, elle date d'avant ça. Le fait d'ouvrir même le Paris Saint-Germain à d'autres investisseurs, Arctos l'année dernière, mais ça fait déjà plusieurs années que le Qatar cherchait un investisseur minoritaire pour le Paris Saint-Germain. Le fait que beIN Sport investisse beaucoup moins sur les droits télé, c'est depuis maintenant plusieurs années. Ça n'a rien à voir avec les affaires de Nasser. Donc c'est une dynamique qu'on pouvait prévoir aussi, parce qu'il y avait cet horizon Coupe du Monde 2022 et que depuis la Coupe du Monde 2022, forcément, les investissements ils sont moins importants parce qu'il y a moins cet objectif final à atteindre. Maintenant, le fait que Nasser Al-Khelaifi est resté président du Paris Saint-Germain pendant toutes ces années. Pourquoi? Parce que c'est un proche de l'émir, on se rappelle, ancien prof de tennis, etc. C'est un ministre sans portefeuille. Voilà, exactement. Et parce que ce qu'il fait, le personnage qu'il est potable pour les Qataris, parce que
il n'entrave pas les investissements justement et les business des Qataris en France et autre part. Nasser Al-Khelaifi a été très malin pour qu'il fasse profiter son personnage dans d'autres situations. Il est devenu président de l'OCA, il est devenu président de la World Padel League ou je sais pas quoi, la vice-président de padel de quelque chose. Ne parle pas de padel, s'il te plaît. Mais non, mais il a réussi à profiter de son poste du Paris Saint-Germain pour essayer d'ouvrir son champ d'action à plein d'autres portefeuilles et se rendre indispensable dans les instances françaises également aussi maintenant. Ça, c'est bien élu. Mais si un jour il vient à être nuisible pour les intérêts du Qatar, moi, je pense que le Qatar aurait beaucoup plus de possibilités de mettre de côté Nasser Al-Khelaifi et de mettre quelqu'un d'autre qui fera moins de vagues, plutôt que de se désintéresser et de se désengager. Et je pense ça beaucoup plus probable que de virer Nasser Al-Khelaifi, parce que sportivement, il aurait pris des mauvaises décisions, par exemple. Ce qui n'est jamais arrivé depuis qu'il est arrivé, puisque il n'a jamais été viré, il n'a jamais été même mis en difficulté, parce que les échecs sportifs étaient là. Julien. Oui, mais parce que, en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que c'est en même temps, tu vois, c'est à la fois la voix du Qatar et la représentation du Qatar en France. Il représente l'émir du Qatar et il a une influence qui est incommensurable. Il est partout. Il est vice-président de la Ligue de football professionnel, tu l'as dit. Et ça c'est lui qui a été très fort là-dessus. Président de l'ECA, qui est le syndicat des grands clubs européens, qui en gros parle à l'oreille d'Alexander Seferin, qui est le président de l'UEFA. Il a aussi un rôle au sein de la FIFA, pas très loin de Gianni Infantino. Il s'est placé partout. Et après, quand tu es un grand club et quand tu aspires à tout gagner et à être influent, tu te dois d'être à ces postes-là. Et c'est ce que fait à une bien moindre échelle, par exemple, l'OM avec Pablo Longoria, qui est vice-président de la Ligue aussi, a été intégré à l'ECA par Nasser, a un rôle aussi au sein de la FIFA. Bref, voilà, ce sont des personnages qui cherchent à avoir des postes importants pour avoir une influence. Après, Nasser, par rapport au côté sportif, c'est une courroie de distribution, en fait, parce que lui, il vient juste appliquer ce que l'émir lui demande, tu vois. Donc c'est pour ça, jamais il a été mis en danger, même quand il y a des affaires autour de lui. Mais il faut craindre un désengagement. Non, parce que quand tu... Parce que tout à l'heure, les gens n'ont pas vu en vidéo, ceux qui sont en podcast, en audio. Oui, j'ai fait la flûte de Pan, mais on parle de désengagement d'un club là qui est prêt, en gros, à sortir de sa poche 1 milliard minimum d'euros sonnants et trébuchants pour installer son nouveau stade en banlieue parisienne. Donc, à quel moment un club qui a investi plus de 400 millions d'euros dans son centre d'entraînement et va en mettre plus du double pour faire son stade, va se dire « Ouais, non, les gars, en fait, au final, là, on est un peu embêté par la justice. Allez, on s'en va, quoi. On plie rideau et merci. » Et en plus, sur des choses qui ne nous impactent pas. Ça n'a rien à voir avec le PSG. Qui n'impactent pas directement le Paris Saint-Germain. Donc voilà, je pense que c'est un bon vieux coup de pression des familles. Certains l'ont repris tel quel. Je pense même, excuse-moi. Il y a Alex qui veut parler, parce qu'en fait, il faut y aller vite. Il va falloir qu'on rende le studio pour tout avouer. Non, mais moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit ici, mais et pour le coup, il me semble pas avoir entendu le même son de cloche quand il y a eu tout sur 2023 et 2024, les révélations sur les barbouzeries autour du PSG, qui était une affaire autrement plus grave que celle dont on parle actuellement, qui embarrassait d'autant plus Nasser Al-Khelaifi, qui avait été, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait été chopé, rattrapé par la patrouille à la sortie d'un avion. Ça avait retardé d'ailleurs la présentation de Luis Enrique. On le remercie, on a pu visiter le campus PSG grâce à ça. C'est ça. Mais une affaire pour le coup qui avait été intégrée dans les documents des Football Leaks et tout, qui était autrement plus embarrassante et pour le Paris Saint-Germain et pour le Qatar que cette affaire-là, qui, si j'ai bien compris, quand même un peu plus minime, quoi. Non, c'est, comme le dit Julien, à un moment donné, c'est l'espèce de contre-attaque, de communication, de crise classique du Paris Saint-Germain, dans une forme de chantage affectif, quoi. Vous voulez nous embêter ? Allez, on part avec notre oseille, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Le Qatar a tellement de pions en France et le PSG fait partie de ces pions les plus importants. Alors, en termes d'image, quoi, c'est-à-dire qu'en fait le PSG leur permet de rayonner à travers la France internationale, mais ils ont tellement de trucs en France, ils possèdent tellement de biens, tellement des hôtels, des palaces, des propriétés, etc. Le Qatar est trop installé en France pour faire ce genre de chantage qui résiste pas au fait qu'on creuse 5 minutes sur le Qatar, quoi. Vu la rapidité des deux informations, le fait qu'on ait su que Nasser Al-Khelaifi était mis en examen et ce son de cloche de le Qatar voudrait se désintéresser, moi je crois beaucoup plus à un coup de pression de l'entourage de Nasser Al-Khelaifi pour dire non mais en fait
regardez, j'ai tout l'État derrière moi qui me back, qui est avec moi, qui va me soutenir. Donc commencez pas à m'embêter, etc. avec ces trucs-là, parce que sinon je mets cette menace-là. Je crois beaucoup plus à un truc comme ça, plutôt qu'il y ait une vraie parole de l'État qatari qui allait dire vraiment on va se désintéresser, alors que le PSG est, d'un point de vue image et financier, un des meilleurs investissements que l'État du Qatar ait pu faire. En tout cas, une chose est sûre, le journal L'Équipe a annoncé hier, c'était dans un article web, qu'un complément d'enquête est en train de se préparer sur le Qatar. Et je peux même vous le valider, parce que certains disent oui, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? En fait, complément d'enquête, ils étaient au Qatar au moment du Trophée des Champions. Voilà, les équipes de France Télé, des équipes, la boîte de prod qui est derrière tout ça, et qui est en train d'enquêter donc sur Nasser Al-Khelaifi et son réseau d'influence. Donc c'est bientôt en sortie. On verra ça bien évidemment dans les prochains temps. Les amis, il est temps de siffler la fin de cette émission. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Alex, un grand merci à Julien, un grand merci à Romain, un grand merci aussi à Roxane qui a réalisé ce podcast. Un merci aussi à Pia, elle qui nous a soutenus, qui était derrière la vitre aussi et qui vous retrouverez bien évidemment dans 100% PSG le mag. C'est jeudi pour nous. N'hésitez pas, bien évidemment, sur YouTube, des petits messages. N'hésitez pas à dire que j'ai une tête de Droupie ou même que la casquette des Ravens de la part de notre ami Alexa Flalo, elle vous plaît ou elle vous plaît pas. Voilà, en tout cas, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas, des petits messages, des commentaires, des étoiles, des pouces qui vont bien pour nous encourager et nous emmener au plus haut, au-dessus de la 13e place, vous connaissez bien évidemment, c'est désormais notre moteur les amis, on doit passer au-dessus de la 13e place pour les podcasts et téléchargements pour ici et la famille ici. Prochain rendez-vous et je vous retrouve pour le match entre le PSG et Brest en Ligue des Champions, 8e de finale, retour de Ligue des Champions, c'est mercredi, puis on se retrouvera pour un débrief le lendemain sur toutes les bonnes plateformes. Merci à toutes et à tous, il est temps de débrancher ce podcast.